Nous sommes dimanche 6 août 2023. Vous êtes sur la chaîne qui rassemble, RTI 1, la première chaîne ivoirienne. Bonjour et bienvenue dans votre journal. 1960-2023, demain 7 août, la Côte d'Ivoire indépendante aura 63 ans. La grande cérémonie de célébration des festivités a été finalement annulée en raison du deuil qui frappe le pays. Mais le tout premier anniversaire avait été célébré à Bouaké. Nous y sommes allés et nous avons rencontré quelques anciens qui ont vécu ce moment. Le programme d'entretien routier 2023-2025 est lancé dans tout le pays. Dans la région du Folon, les travaux de reprofilage viennent d'être lancés par le ministre-gouverneur du district autonome du Denguélé. Ils vont coûter quelques 6 milliards de francs CFA et vont concerner 900 km de voies. On ira dans le Folon, dans ce journal, avec Corona Soro. Ce dimanche 6 août sera le dernier jour de l'ultimatum lancé par la CEDEAO aux putschistes nigériens pour abandonner le pouvoir. L'organisation ouest-africaine menace les mutins d'une intervention militaire. Le Nigeria pourrait jouer un rôle de leader dans cette opération, mais le Sénat demande au chef de l'État de privilégier d'autres options. Ils sont encore nombreux, ceux qui ont du mal à accepter la disparition du président Henri Konan Bédié. Et pourtant, c'est le cas. La réalité est bien triste, mais elle est réelle, douloureuse. Personne n'y a songé, personne ne s'y attendait. La surprise du chef a un goût bien amer. Les condoléances ont démarré et elles se poursuivent. Suivront ensuite les obsèques elles-mêmes. Comment pourrait-elle se faire? Quel est l'héritage social, l'héritage politique que l'ancien chef d'État aura laissé et quel est son impact sociopolitique? Voilà des questions que l'on se pose et à juste titre. Nous avons à RTI 1 tenté d'en avoir les réponses. Alors, nous avons invité un sociologue, un anthroposociologue pour être plus exact, sur notre plateau dans le cadre du magazine du dimanche. C'est Dr Lil Nyelban Nikez. Bonjour docteur. Bonjour monsieur Hamza. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Il faut le dire, vous êtes anthroposociologue. Bon, vous allez nous le définir tout à l'heure, dans 30 minutes. Merci beaucoup, monsieur Nyelban. Merci. La Côte d'Ivoire d'hier à aujourd'hui, la Côte d'Ivoire indépendante de 1960 à 2023, une longue marche de 63 ans qui renferme beaucoup de souvenirs, des bons souvenirs, mais aussi des moins bons. En 1964, le premier anniversaire de cette indépendance, arraché de haute lutte, a été célébré à Bouaké dans le Béquet, et ils sont nombreux, ces seniors qui s'en souviennent encore. Boubacar Silla, Kader Sorodogo en ont rencontré quelques-uns. 7 août 1960, un jour historique et inoubliable pour le peuple ivoirien et pour l'ensemble des populations qui ont choisi de vivre dans le pays. Le père fondateur, très tôt, a voulu que le pays soit celui de l'hospitalité et de l'espérance pour l'humanité. À Bouaké, en prélude au 63e anniversaire de l'indépendance, des personnes du troisième âge se souviennent des fêtes tournantes. Bouaké a abrité l'an 4 de l'anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. C'était un jour de joie, oui. Après, on partait même à la piscine. Quand on était tout petit, on préparait ça à l'école. Le défilé là, sur le boulevard, le grand boulevard de la mairie. Là. Bon, la ville était dans une ambiance carnavalesque, parce qu'en ce moment, on ne parlait pas de conjoncture. La vie était très facile pour nos parents. Ils n'étaient pas riches, mais c'était vraiment joyeux. Et puis, le 6, on attendait tous le fameux match de la finale de la Coupe nationale. Tous les villages étaient présents à Bouaké. Défilé des couches socio-professionnelles et des communautés autochtones et allogènes. Le 7 août 60, Houphouët Boigny a trouvé un système pour satisfaire toutes les régions. Il faisait la fête tournant. J'ai défilé dans un mois, j'étais jeune, j'avais 25 ans. Quand on dit que la fête de l'indépendance approche, les jeunes quittent dans les petits pays, ils viennent en ville, viennent assister au défilé. C'est une fête de cohésion sociale, une fête de fraternité. On était en parfaite union.
Fêter l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance est un moment de rappel pour tous. Pensant ainsi à l'unisson, le peuple ivoirien doit continuer de hisser notre belle patrie, la Côte d'Ivoire, au pinacle des pays qui comptent dans le concert des nations. Vive la Côte d'Ivoire rassemblée et réconciliée dans sa diversité. Et vous vous en êtes rendu compte, c'est bien le 4e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire qui a été célébré à Bouaké. De très jolis souvenirs qui nous rappellent à nous autres de très bons moments. Le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage analyse la situation de travail des jeunes avant la revue en profondeur des programmes. Il entend aussi donner aux animateurs de branches professionnelles et de commissions professionnelles consultatives les moyens d'assurer leur mission, d'où ces activités d'études sectorielles pour l'adéquation formation-emploi, activité lancée cette semaine par le ministre Nguessan Kofi. Mieux structurer les branches professionnelles afin de satisfaire la demande en ressources humaines qualifiées. L'agro-industrie et l'hôtellerie sont entre autres les secteurs d'activité concernés. Il est bon que ce secteur productif lui-même exprime ses besoins pour qu'on ne forme pas des chômeurs, mais qu'on forme des gens qui, au niveau de l'emploi, puissent trouver une insertion convenable. Le Fonds de développement de la formation professionnelle, FDFP, appuie ce projet et en rappelle l'importance. En donnant son accord pour le financement de ces activités à hauteur de 459 millions d'euros, 20 000 francs CFA, le FDFP compte interagir dans une approche d'amélioration continue avec les acteurs essentiels intervenant dans son environnement. Créer les conditions idoines pour les apprenants en amont et garantir leur insertion professionnelle en aval, le ministère de tutelle y travaille à travers cette réforme. Des solutions en matière de formation et d'insertion professionnelle sont indispensables et urgentes. Pour le ministère, ces conditions et solutions sont à définir dans le cadre de l'Académie des talents et de l'école de la deuxième chance. Ceux des commissions professionnelles consultatives permanentes devront aussi être capables d'élaborer des référentiels métiers et compétences, des référentiels de formation et des référentiels d'évaluation et de certification. L'ambition du ministère est de créer les conditions idoines afin qu'avec les appuis multiformes des partenaires, des formations ciblées devant permettre de satisfaire les besoins relativement importants et variés des entreprises soient mises en œuvre. Jeunes diplômés ou qualifiés, sans emploi, déscolarisés ou non scolarisés, tous ont des opportunités à saisir grâce aux formations techniques et professionnelles, leur offrant un savoir-faire pratique recherché sur le marché de l'emploi. C'est un reportage de Generosa Quadio commenté par Didier Nguessan. On aurait dit une réunion de famille. C'était en tout cas un échange franc, un échange direct entre la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté et les femmes leaders d'associations du département de Gagnoa. Il a été question d'insertion professionnelle des jeunes et d'autonomisation de ces femmes rurales. Occasion pour Belmonde Dogo de leur expliquer la politique du gouvernement en la matière. Depuis Gagnoa, le compte-rendu de Michel Mambo Sogodogo. Elles sont venues de Guibérois, de Dignago, de Galébré, de Ouragayo, de la circonscription de Gagnoa sous-préfecture pour s'entretenir avec la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, cadre de la région Miss Belmonde Dogo. Sur la table, des questions essentielles. Éducation, emploi jeune, autonomisation des femmes. La femme, une fois qu'elle est soutenue, travaille, obtient des moyens pour le bien de sa famille. S'il y a 10, 15, 20 femmes ainsi, mais c'est la société toute entière qui est aidée. C'est pourquoi je dis qu'il faut qu'on la soutienne désormais, toutes les femmes, pour qu'elles soient à l'aise dans sa mission et que nous aussi, nous puissions être heureux de profiter de ce qu'elle fait pour nous. À ces préoccupations, l'hôte du jour répond favorablement. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmonde Dogo, déballe l'armada d'opportunités offertes par le gouvernement aux jeunes et aux femmes. Autant ça vous préoccupe, la question de vos enfants, mais ça préoccupe au plus haut niveau notre pays. C'est la préoccupation quotidienne du président de la République, raison pour laquelle il a fait de cette année 2023 l'année de la jeunesse, encourageant nos enfants
à se diriger vers l'agence emploi jeune, à se connecter chaque jour que Dieu fait sur les plateformes de l'agence emploi jeune. Il y a 15 associations qui ont reçu 30 millions du ministère du Commerce et du ministère de la Solidarité. C'était la première étape. Nous aurons une autre étape. Et à côté de cela, vous avez le ministère de l'Agriculture qui a des projets en son sein. Et c'est pareil pour le ministère des Ressources animales, qui lui souhaite que les femmes s'intéressent à l'élevage et à la pêche. Des opportunités qu'il faudra tout simplement saisir. En attendant, les femmes leaders d'associations présentes à cette cérémonie ont été couvertes de cadeaux par l'émissaire du gouvernement, Miss Belmondo Dogo. Des présents en guise d'encouragement. La route, c'est le développement, il n'y a aucun doute. Et le développement gagne toute la Côte d'Ivoire avec un programme d'entretien routier 2023-2025 qui est lancé. Dans le Folon, les travaux vont concerner 3 types de reprofilage de 900 km de voies et qui vont coûter plus de 6 milliards de francs CFA. Le ministre-gouverneur du district autonome du Denguélé a lancé les travaux. Témoignage, Corona Soro. Le programme d'entretien routier 2023-2025 de la région du Folon est officiellement lancé par le ministre-gouverneur du district autonome du Denguélé, Gaussou Touré, accompagné des élus et cadres de la région. Pour un coût global de plus de 6 milliards de francs CFA, ces travaux vont concerner 900 km de pistes rurales. 3 types de reprofilage seront faits sur les pistes de la région du Folon, à savoir des travaux de reprofilage lourd et traitement des points critiques, de reprofilage léger avec emploi partiel. Objectif visé par ces travaux, la libre circulation des personnes et des biens. Depuis très longtemps, les populations se plaignaient pour dire que les villages sont abandonnés et on n'a même pas de route pour sortir les produits, pour venir vers les chefs-lieux des régions et les chefs-lieux des districts. Et c'est ce que le président est en train de corriger aujourd'hui. Le lancement du programme d'entretien routier est précédé par une rencontre avec les populations. Gaussou Touré explique l'importance de ce programme et annonce des axes à bitumer dans le Folon. La route qui quitte au Guinée et qui va jusqu'à la frontière du Mali à Tchefinzo. Et nous avons aussi la deuxième partie de la route qui part de Guinée et qui vient à Minignan ici pour aller à Noungrila. Le programme d'entretien routier vise aussi la sauvegarde du patrimoine routier existant en rendant toutes les villes et tous les villages accessibles par des routes carrossables en toute saison. Le programme est conduit par le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. Depuis cette semaine, l'ONESI, l'Office national de l'état civil et de l'identification, et la Chambre des notaires de Côte d'Ivoire sont partenaires. Les 2 structures ont signé une convention qui va permettre d'élaborer des procédures de vérification d'identité, ce qui va accélérer, accentuer considérablement la lutte contre la fraude. Plus de précisions avec Angela Diallo et Abdoulaye Koné. Désormais, grâce au TVI, tous les actes de la vie courante liés au transfert de fonds seront hautement sécurisés. Et pour y arriver, l'ONESI a décidé de s'adjoindre les services de la Chambre des notaires de Côte d'Ivoire. L'identification des clients est une obligation essentielle dans la lutte contre le blanchiment des capitaux. Et les notaires y sont désassujettis. Et la Chambre des notaires est désignée comme autorité de régulation et de contrôle de la bonne exécution de cette obligation. Mise en face de ces multiples intérêts pour la profession, la cérémonie de ce jour n'est que la bienvenue. Le terminal de vérification d'identification qui s'apparente visuellement à un téléphone portable comprend un lecteur d'empreintes digitales, un écran tactile, une caméra frontale et arrière et un connecteur audio, un outil qui permettra de détecter les documents falsifiés et par extension de juguler la fraude contre l'identification. L'ONESI aujourd'hui, en sa qualité de tiers de confiance en matière d'identité, est à pied d'œuvre pour la modernisation et la digitalisation de l'état civil. De nombreux services sont déjà en ligne et nous savons maintenant répondre aux besoins spécifiques avec des solutions adaptées.
Ce partenariat permettra à la Chambre des notaires de Côte d'Ivoire de bénéficier à terme d'un service de formation à la détection de la fraude documentaire et de faire un pas important vers la labellisation des différents services. La deuxième session des techniques et des experts comptables stagiaires des pays membres des ordres des 8 pays membres de l'UEMOA s'est tenue récemment ici à Abidjan. L'atelier vise globalement à renforcer les capacités des experts comptables sur les techniques et rudiments de leur métier. Le témoignage de Serge Pacom Didi, Didier Nguessan et Jonas Quadio. Un atelier de renforcement des capacités de 120 experts comptables stagiaires en deuxième année de diplôme d'expertise comptable des ordres des experts comptables des pays membres de l'UEMOA. Ces formations se tiennent à l'initiative de l'ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire. Cette journée fait partie des activités les plus importantes dans le cursus de formation d'un expert comptable. C'est des audits qui vont être faits pour la plupart. Cette deuxième session des journées techniques est importante dans le circuit de formation d'un expert comptable. En tant qu'expert comptable stagiaire, il nous faut des armes pour pouvoir affronter le monde de demain, pour pouvoir répondre aux questions de nos clients. Donc ces journées techniques-là sont l'occasion pour nous d'avoir des réponses à toutes ces questions que nous nous posons. C'est lors de ces journées techniques que nous faisons les pratiques et que nous apprenons quand même qu'est-ce que c'est que la profession, qu'est-ce que c'est que le métier. Pour le président de la Cour d'appel de commerce d'Abidjan, parrain de l'activité, la fonction d'expert comptable a un lien étroit avec la justice. J'ai accepté de parrainer ces journées techniques du DECOFI en raison de l'importance de la profession d'expert comptable, mais aussi en raison des liens que cette profession a avec la justice. Parmi les mesures d'instruction qui sont prévues par les différents codes de procédure, il y a l'expertise qui permet au juge de demander un avis à un technicien sur une question ne relevant pas de sa propre compétence. Ces formations qui se tiennent aussi bien en ligne qu'en présentiel permettent d'affûter les armes de connaissances de l'expert comptable vu qu'il a une formation diplômante de départ qui l'amène à avoir l'équivalent d'un Master 2, donc 5 années d'études après le baccalauréat et suivi de 3 années de stage professionnel dans un cabinet. On ouvre la page santé de ce journal. Le bloc opératoire de l'hôpital général de Pricro dans le IFU sera bientôt totalement opérationnel pour le grand bonheur des populations. Ce sont les cadres de la région qui ont mis en commun leurs forces pour régler le problème qui existait encore. Pricro pourra donc désormais soigner ses malades sur place. Plus question de les évacuer dans les centres de santé d'autres villes. Reportage Léon Brokwame de retour de Pricro. Hôpital général de Pricro, région de l'IFU. De l'argent, le budget pour rendre opérationnel le bloc opératoire remis au directeur du centre de santé par le roi de Pricro. C'est un don du directeur général du laboratoire du bâtiment et des travaux publics en abrégé LBTP, cadre du département. Pour saluer ce geste, les autorités sanitaires disent l'urgence à renforcer les capacités de l'hôpital général de Pricro et donner sur place des soins complets de qualité. En 2022, nous avons enregistré 204 évacuations. C'est-à-dire si le bloc était fonctionnel, ces personnes-là n'allaient pas aller à Daoukro. Ces 204 évacuations ont coûté aux parents 6 630 000. Donc je pense qu'avec l'ouverture du bloc, ça au moins, ça peut soulager les parents. Le donateur pour qui la santé n'a pas de prix inscrit son acte dans la dynamique du développement. Une visite donc et Jean-Claude Kouassi s'assure du service de l'hôpital général de Pricro qu'il faut encore booster. Quelques problèmes d'électricité, les appareils ont du mal à fonctionner normalement. Donc c'est des questions que nous allons adresser naturellement dans un futur très proche. C'est en 2014, lors de sa visite d'État dans la région de l'IFU, que le président Alassane Ouattara dote l'hôpital général de Pricro d'un bloc opératoire. Cet appui financier du directeur général du LBTP va enfin permettre de monter son équipement de pointe, également offert par le chef de l'État.
Toujours dans le secteur de la santé, je vous emmène à Abengourou, dans l'Indénié du Ablin. Sur place, l'INFAS, l'institut qui forme les agents de santé, était en fête. Il y avait une double cérémonie. Port de blouse pour les étudiants de première année et passation de flambeau entre les étudiants de la 4e promotion en fin de formation et leurs cadets. C'était au stade de la ville. Notre correspondant sur place, Herman Niamien, nous en dit plus. La main droite tendue, ces étudiants en fin de formation à l'Institut national de formation des agents de santé INFAS d'Abengourou prêtent serment. Ils vont bientôt être affectés dans les différents établissements sanitaires du pays, mais avant à cette cérémonie, ils s'engagent à être des agents de santé consciencieux et exemplaires. Sur le terrain, je dois être à l'écoute des patients, prendre bien soin d'eux, c'est-à-dire les respecter, faire ce qu'on me demande de faire. Après la prestation de serment, ces étudiants de la 4e promotion passent le flambeau à leurs cadets de la 5e promotion. Ces derniers, qui ont la lourde tâche d'entretenir ce flambeau, se sont engagés à rehausser l'image de l'école. Après eux, c'est au tour des étudiants de la première année de se faire porter la blouse pour la première fois par leurs aînés. Au nombre de 1031 infirmiers, sages-femmes et auxiliaires de santé, cette cérémonie marque leur entrée dans la grande famille du corps médical. En effet, la blouse symbolise l'esprit du corps pour chaque corporation d'agents de santé. C'est donc l'un des symboles de solidarité et d'union entre les membres. Elle a par ailleurs un caractère sacré qui confère à celui qui la porte une sorte d'autorité à condition qu'elle soit portée à l'endroit qui contient. Le parrain de la cérémonie a félicité les responsables de l'INFAS d'Abengourou pour cette double cérémonie avant d'inviter les étudiants à être des modèles. Je vous encourage vivement à être des agents de santé attentionnés, humains et prendre votre travail comme un sacerdoce. Je compte sur vous, chers vieux. Vous êtes sacrés parce que vous détenez du bout des doigts la vie humaine. Prenez-en soin. Au cours de cette double cérémonie, les meilleurs étudiants des différentes promotions ont été honorés. Avec 15,21 sur 20 de moyenne, l'étudiante Doukouakwa Aïwa Ima, auxiliaire en soins infirmiers, est la première de la 4e promotion de l'INFAS d'Abengourou et 2e au niveau national. Ivoire Expo Day, vous connaissez peut-être. Sinon, c'est une plateforme commerciale de proximité autour des produits ivoiriens qui vient d'ouvrir ses portes à Abidjan, dans la commune de Cocody. Ivoire Expo Day vise à promouvoir la commercialisation des produits agroalimentaires et créer des opportunités pour élargir l'assiette de clients et de partenaires. Diarasouba Ami était sur place avec Didier Nguessan et Sylvestre Nguessan. Une vingtaine d'exposants participent à l'Ivoire Expo Day 2023. En plus des expositions, les participants réfléchissent sur plusieurs thématiques sur les produits de beauté et de bien-être. Recevoir du monde à notre stand parce que c'est dans un premier temps pour une visibilité. On souhaite rendre visibles nos produits. Nous sommes nés depuis 3 ans déjà. On fait nos petits pas. Expo Day 2023 pour pouvoir vraiment mettre en valeur tout ce qui est produit local ivoirien. Parce qu'on a tendance à voir que nos produits locaux, issus de nos matières premières ivoiriennes, ne sont vraiment pas valorisés. Le ministère du Commerce entend encadrer et encourager ces PME afin de mieux vendre le label Ivoire. Les Ivoiriens innovent. Les Ivoiriens, en tout cas, aident le gouvernement dans sa politique de transformation des matières premières. Voilà, donc vraiment, c'est très important. J'ai vu leur génie, j'ai vu leur ingéniosité et je les encourage au nom du ministre, Suleiman Diarasouba, voilà, à persévérer et à développer leur activité. Ivoire Expo Day est à sa première édition. Il ambitionne de faire la promotion des produits agro-industriels ivoiriens et maximiser leurs ventes, aussi bien dans la capitale économique que dans ses environs. Et nous allons quelque part dans ces environs, c'est à Bingerville, tout près donc d'Abidjan, dans le village d'Anan, où on vient tout juste d'installer un tout nouveau chef. On se souvient des tensions qui ont existé 2 ans durant dans ce village, mais aujourd'hui, c'est l'espoir d'une paix retrouvée. Eugène Atoubé, reportage. L'acte qui réconcilie tout un village et rétablit la génération Kiagwa d'Anan dans ses droits. La remise de l'arrêté de nomination au chef de village. Le choix du chef
a été fait conformément à cette tradition. Et c'est ce qui a amené le préfet d'Abidjan à délivrer l'arrêté au chef qui a été désigné. L'installation du chef de village d'Annan, un événement que les populations de cette localité ont attendu avec impatience et célébré dans le respect des us et coutumes en pays Atchan. Tous les villages issus de ce peuple ont apporté leur soutien à Kenyamba Jean Chrysostome, 9e chef de village d'Annan. Dieu a fait grâce, celui qui a eu son arrêté, c'est celui que les villageois même ont choisi. Nous avons foi en ce chef. Qui rassemble tout le peuple. De ce côté ou de l'autre côté, nous sommes tous les fils du village. Moi, ce que je vais lui dire, d'être humble, d'accepter tout le monde. Comme l'exige la tradition en pays Atchan, c'est à l'intérieur de la génération Tchagba, à qui les Dugbo ont remis le pouvoir en 2020, après 15 ans de règne, qu'a été choisi l'actuel chef de village d'Annan. Mais contre toute attente, Dugbo et Tchagba vont engager des palabres à n'en point finir. Une page sombre de l'histoire d'une accession au pouvoir que le village d'Annan inscrit dans une parenthèse à oublier. Le chef s'attelle à ramener tous les fils et filles du village dans le même bateau. Il a été décrété depuis nos ancêtres que les générations Tchagba, ce sont des générations des bâtisseurs. Nous allons développer Annan à travers beaucoup de projets. Nous sommes venus pour ça et nous allons le réussir. Nous, on est là pour les guider, pour leur donner une feuille de route, pour dire voici les projets à réaliser à court terme, à long terme et puis à moyen terme. Toutes les décisions doivent se prendre à Begrenkoumé. C'est ça qui est la bonne gouvernance et que nous, en pays éblié, sinon en pays Kama, nous prenons. L'installation du nouveau chef de village d'Annan annonce une ère nouvelle dans cette localité de la sous-préfecture de Mingéville. Sous le triptyque Union, Justice, Transparence, la nouvelle chefferie veut compter sur les atouts naturels, le potentiel foncier d'Annan et sa proximité avec Abidjan pour son développement et le progrès de ses populations. Ils sont plusieurs dizaines, ces enfants qui viennent de prendre part à la colonie de vacances 2023 à Abengourou, des enfants méritants, issus de toutes les couches sociales et des 4 coins de la Côte d'Ivoire, qui sont heureux d'avoir pu bénéficier de cette opportunité à eux offerte par le ministère du Tourisme et des Loisirs. À leur retour à Abidjan, ils ont été reçus à Cocody Riviera par la directrice générale des Loisirs. Des enfants visiblement heureux de leur séjour. C'est en tout cas ce qui ressort des témoignages de ces estivants de retour d'Abengourou, épicentre de leur séjour. J'aimerais dire merci au président de la République et à Papi Siondo Fofana pour cette opportunité qu'il nous a offert. Une expérience incroyable, j'étais trop contente, oui. On a visité le Krama, on est parti à la piscine. Je veux dire merci parce qu'ils nous ont appris beaucoup de choses. C'était un moment de joie, de connaissance avec d'autres personnes que je n'ai jamais encore connues et de visite. À l'endroit de ces derniers, la directrice générale des loisirs a remercié les parents pour leur confiance avant de rappeler l'importance de ces moments que sont les périodes de colonie d'État. Votre créativité débordante et votre enthousiasme contagieux ont illuminé donc les journées de la colonie. Vous avez participé à des activités incroyables, développé de nouvelles compétences et surtout vous avez construit des amitiés. Vous avez montré à quel point vous êtes capable de relever les défis, d'exprimer votre individualité, de repousser vos limites. Et vous pouvez être sûr, nous sommes fiers de vous. Au thème de la colonie d'État, édition 2023, des découvertes touristiques, des aires ethniques et culturelles, artisanales et géographiques d'Abengourou ont permis aux enfants de mieux explorer et aimer leur sublime Côte d'Ivoire. Un reportage de Patricia Omouetia, notre chef des éditions du week-end, par ailleurs spécialiste des questions de tourisme. Ce dimanche 6 août sera le dernier jour de l'ultimatum lancé par la CEDEAO aux putschistes nigériens pour abandonner le pouvoir. L'organisation ouest-africaine menace les mutins d'une intervention militaire. Grande puissance régionale, le Nigeria pourrait jouer un rôle de leader dans cette opération. Le pays assure d'ailleurs la présidence de la CEDEAO, mais la pression politique y est forte donc sur le chef de l'État Bola Tinubu. Le Sénat lui a d'ailleurs demandé de privilégier d'autres options. La plus importante coalition d'opposition a également dénoncé un projet militaire non seulement inutile, mais irresponsable.
On passe à la deuxième articulation de ce journal. C'est le magazine du dimanche, parti que vous aimez bien. La Côte d'Ivoire est en deuil. L'ancien chef d'État Henri Konan Bédié nous a quittés. Et nous allons parler aujourd'hui de son impact sur la vie sociopolitique. Notre invité nous a rejoint en plateau. C'est Dr Lil Nielbin. Merci encore à vous, docteur. Merci. On va suivre tout de suite cet élément en vidéo que nous propose Éric Goré et on se retrouve ensuite pour parler. Merci. Respect des 10 jours de deuil décrétés sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Le deuil est vécu par toutes les populations de Côte d'Ivoire. La ministre d'État Kandia Camara et la ministre Anne Désiré Ouloto évoquent cette illustre personnalité. C'est une grande tristesse pour toute la Côte d'Ivoire. Il a été un grand homme d'État qui a beaucoup apporté à la Côte d'Ivoire. Le président Henri Konan Bédié est un homme d'État qui fait partie de la grande famille des oufouettistes, dont je me réclame également. Et donc je voudrais pleurer ce grand oufouettiste, cet homme d'État. Joseph Seka Seka, vice-président du CESEC, parle de sa rencontre avec l'homme. J'ai eu à prendre contact directement avec le président Henri Konan Bédié lorsque mes camarades du PIT ont demandé que je fasse les démarches pour notre entrée au RHDP. Il nous a encouragés et c'est lui-même qui a transmis nos dossiers à la direction du RHDP. HKB était une personnalité d'exception selon ce diplomate. À chaque fois, s'il y a un petit souci, on court vers Daoukro afin d'aller voir le vieux. Et il a toujours prodigué de bons conseils, il a toujours apaisé la tension sociale, le climat social. Et aujourd'hui, nous vivons en Côte d'Ivoire dans la paix, dans la cohésion, dans la quiétude. Et en partie, c'est grâce à son Excellence M. Henri Konan Bédié. Dame Cissé Assiatou, opératrice économique, pleure un père. Quand on allait vers lui pour lui exprimer nos difficultés, nos joies, il prenait tout le temps qu'il fallait pour nous écouter. Ça pouvait mettre des minutes et des minutes. Décédé le 1er août dernier à Abidjan, la disparition de Henri Konan Bédié a plongé tout un pays dans la tristesse et la désolation. Docteur Nielbin Nikez Lil, vous êtes anthroposociologue. Qu'est-ce à dire? Qui est l'anthroposociologue? L'anthroposociologue, c'est un spécialiste de deux grandes disciplines, à savoir l'anthropologie, anthropos grec, qui s'intéresse à l'homme globalement, et qui est aussi spécialiste de société, de sociologie, donc de l'étude scientifique de la société. À savoir qu'on conçoit d'abord globalement l'homme, ensuite on le conçoit en groupe, en société, et par rapport à un certain vivre ensemble. Donc c'est notre spécialité, s'occuper globalement de l'homme et de l'homme en société. D'accord. Et un grand homme nous a quittés, Henri Konan Bédié, l'ancien chef d'État, est parti à jamais. Comment vous avez accueilli la nouvelle? Avec beaucoup de tristesse, avec un sentiment que est-ce que la vie vraiment, c'est ça la vie? Est-ce que la vie, c'est un jour au détour, une surprise, quelque chose? Vraiment, j'ai été interpellé en tant que sociologue, en tant qu'anthropologue, et je me suis pratiquement remis à la conception africaine de la mort, à savoir que l'homme ne meurt jamais, l'homme rejoint ses ancêtres. L'Afrique, la tradition africaine sont des traditions vitalistes. La naissance et la mort et la naissance sont les deux pièces, les deux faces d'une même pièce. À savoir que quand on est, on quitte les ancêtres, c'est comme si on est mort chez les ancêtres, et quand on quitte les vivants, c'est comme si on va rejoindre les ancêtres. Donc la vie, la mort, c'est ce succès, c'est un voyage. On ne meurt pas, on rejoint ses ancêtres, mais on ne bénéficie plus de la chaleur des vivants. Tout à fait. Mais comme c'est un passage, on est en mission. C'est pour ça qu'il faut vivre de la meilleure manière qui soit possible pour mieux remplir sa mission, car on va rendre compte aux ancêtres. C'est quoi vivre la meilleure manière? La meilleure manière pour l'Afrique de vivre, c'est de jouer pleinement son rôle de vivant, au sens de la solidarité, au sens de la générosité, au sens d'aspirer à la sagesse et de conseiller tous ceux qui sont avec nous. C'est vraiment vivre positivement. C'est vivre dans l'humilité, c'est vivre dans l'empathie, la capacité à se mettre à la place des autres
Et c'est toujours ressentir la souffrance en même temps que ses congénères. Et c'est toujours apporter à autrui, à soi-même et à la société, la meilleure partie de sa vie, de soi-même. En Afrique, justement, dans certaines contrées, quand on décède à un certain âge ou à un âge certain, comme vous le dites, vous allez nous en donner la nuance tout à l'heure, on fait plutôt la fête. Mais ce n'est pas le cas ici, pas du tout le cas ici, n'est-ce pas? Oui, vous avez raison. Dans la cosmogonie africaine, le fait qu'on ait bien vécu, tout à l'heure, vous m'avez demandé que veut dire bien vivre. C'est quand on a aussi vécu longtemps. Parce que quand on a respecté les préceptes de la tradition, on a respecté ses aînés, on a vécu en symbiose avec les autres. En général, Dieu nous laisse le plus longtemps possible sur terre pour partager ce bon héritage-là. De telle sorte que le jour où on va à un âge certain, comme vous l'avez dit, c'est comme si c'était une fête. Parce qu'on a bien vécu, on a vécu longtemps, on a bénéficié de la grâce de tous nos ancêtres. Et donc, ce n'est plus véritablement une tristesse ou une perte, mais c'est plutôt une joie. Parce que quand on a bien vécu, quand on a vécu longtemps, alors on va directement vers les ancêtres. Parce que si on n'a pas correctement vécu, quand on meurt, on ne va pas directement vers les ancêtres. On va où? On se réincarne. Et là, il faut beaucoup prier parce qu'on peut se réincarner sous la forme d'un serpent et on est rapidement tué, on repart. Donc, de telle sorte que vivre bien, vivre longtemps, fait qu'on fête parce qu'il a fait son passage, il a vécu, il a rempli sa mission et donc il peut partir rejoindre les ancêtres. Donc, un certain âge, un âge certain, c'est quoi la différence? Bon, on dirait ici qu'un âge certain, un certain âge, ça peut être vague, mais un âge certain, c'est au moins dépasser les 70 ans. Au moins dépasser les 70 ans, puisque toutes les cosmogonies sur Terre considèrent qu'à partir de 60 ans, on rentre dans la caste des sages. Et plus on vieillit, et plus on devient sage normalement. Maintenant, vous avez dit, ici, ce n'est pas le cas, c'est une tristesse. Pourquoi? Parce que c'est ce que l'homme a apporté. C'est vrai qu'à son âge, on pourrait dire c'est un bel âge. Il part au bon moment, il part de la meilleure façon et il a rempli sa mission. Mais pour ce qu'il a représenté sur Terre, ce qu'il a fait, que ce soit du côté des traditions africaines, puisque c'était un prince, ou que ce soit du côté des Occidentaux, puisqu'il allait jusqu'au plus haut niveau, à savoir président de la République, pas de n'importe quel pays, la Côte d'Ivoire, alors ça va représenter automatiquement une perte. Et c'est là aussi la force de l'Afrique, parce que l'Afrique, nous avons les choses qui se côtoient. Le bien et le mal se côtoient, la mort côtoie la vie. Donc c'est pas partout, non? C'est pas qu'en Afrique. Bon, je préfère dire que nous l'affirmons et sans le vivre tragiquement. Parce que l'Européen dirait, mais tu te contredis. Tu dis qu'il est mort à un âge intéressant pour lui et donc c'est la fête. Et après encore, tu dis que tu es triste. L'Européen ne va pas le comprendre. Mais nous, les Africains, ça ne nous dérange absolument pas. C'est-à-dire que nous sommes dans les pleurs, en même temps nous sommes dans le rire, nous sommes dans beaucoup de choses. Parce que quand nos parents nous parlent, nous, on ne trouve pas ça contradictoire. Voilà. Parce que nous ne le faisons pas, nous les croyons et nous vivons les émotions en même temps. Sans véritablement se poser des questions de la contradiction des choses. Et qui était Henri Konan Bédié du point de vue sociologique? Ça va être très difficile à dire et à résumer parce que, en tant que tel, on peut dire qu'il n'a pas peut-être été un sociologue pur, mais il l'a été de par sa vie, de par ce qu'il a apporté. Puisque gouverner un pays, c'est avoir une vision de l'homme, une représentation de l'homme. C'est avoir aussi une vision de la paix, c'est avoir une vision de la politique, c'est avoir une vision de tout ce qui se passe en société. Donc, de ce point de vue-là, en tant qu'il a incarné beaucoup de cohésion sociale, beaucoup de paix, beaucoup de sagesse, il a même gouverné, enfin, il est même resté jusqu'à présent responsable du plus vieux parti politique de Côte d'Ivoire. Il a dirigé 29 années durant. Voyez-vous, et il a aussi obtenu le parchemin du plus grand leader de Côte d'Ivoire, à savoir Houphouët-Boigny. Donc tout cela, forcément, pour nous sociologues, il y a matière. Il y a beaucoup de choses à retenir, énormément de choses à retenir. Et Henri Konan Bédié n'a pas désigné de successeur. On entend dire qu'en pays baoulé, un chef ne désigne pas de successeur. Oui, beaucoup. Je pense que même au-delà de la cosmogonie baoulée, on peut dire la cosmogonie africaine.
c'est rare que quelqu'un de son vivant dise que c'est celui-là qui me succédera. Parce que il est connu de tous, c'est aussi des constats que quand quelqu'un est désigné du vivant, du leader, alors l'œil malsain, la jalousie... il y a beaucoup de conséquences. Il y a beaucoup de conséquences. D'accord. Parce que, voyez-vous, l'être humain est si fait qu'on a du mal à reconnaître les capacités des autres. Sinon, et en plus en Afrique, nous, on n'a pas forcément des critères et des indicateurs connus à l'avance. C'est-à-dire que le doyen a son préféré, il a ses préférés, mais il ne le fait pas savoir, il ne le fait pas voir, et il ne vous dit pas sur quelle base ces critères-là ont été fixés. Parce que tous les leaders africains ont à la fois à gérer tout un aspect visible et invisible. Parce que si vous donnez des critères du visible, à contrario, on ne peut pas donner les critères de l'invisible. Donc, dire que celui-là est mon préféré, les gens lui trouveront toujours des défauts, ils trouveront que ce n'est pas normal. Alors que dans la vraie cosmogonie africaine, les doyens, les anciens, n'expliquent jamais leurs décisions, ne rendent pas compte de leurs décisions. Parce que peut-être que c'est dans l'invisible, dans l'au-delà, qu'on lui a dit de choisir tel ou tel ou tel. Parce qu'avant de faire ces choix-là, c'est vrai qu'ils vont beaucoup observer dans le visible, dans le réel, dans ce que chacun a eu comme parcours, mais ils vont aussi se remettre aux ancêtres, aux mânes, à Dieu, pour qu'on leur désigne la meilleure personne pour succéder. Mais docteur, à contrario, le président Houphouët-Boigny, qui était aussi baoulé, qui était un dignitaire, a lui, par contre, désigné, son successeur était tout trouvé, tout connu. Bien. Ben voilà, vous l'avez dit, vous avez raison, mais peut-être que là aussi, on peut se demander, est-ce qu'il n'a pas enfreint une règle ? Parce que vous voyez aussi que depuis qu'il l'a désigné, on peut dire qu'il a peut-être agi sagement et peut-être par rapport même au syncrétisme qu'il y a dans la vie moderne, à savoir qu'on peut rester dans la cosmogonie africaine, dire qu'on ne désigne pas un autre successeur. En même temps, nous voyons les conséquences que cela peut poser le jour où vous n'êtes pas là. Et ça a été préjudiciable à des directeurs d'entreprise, ça a été préjudiciable à des entreprises familiales. Donc là aussi, ça pouvait être très préjudiciable. Mais quand on regarde aussi, le président Henri Konan Bédié a été celui-là qui a eu le mandat le plus court. Alors, est-ce que le fait de l'avoir désigné, parce qu'il est allé de 93 à 99, voilà, voyez-vous, 6 ans, voyez-vous. Et ça nous interpelle, ça nous interroge, parce qu'on ne peut pas mettre la tradition de côté en disant on va continuer quand même les désigner avant. En même temps aussi, on ne peut pas aussi perdre de vue le fait que ne pas les désigner, ne pas anticiper, ça expose totalement. Mais son cas est vraiment intéressant à interroger anthroposociologiquement pour se dire que quand l'autre n'avait pas, quand il a désigné, voilà ce que ça a eu comme conséquence. Mais est-ce que on se demande, est-ce que nos doyens faisaient bien de nous dire de ne pas désigner, ou bien est-ce que véritablement, voyez-vous... Le mandat le plus court, le chef de l'État, Robert Gueye, en a eu 10, non? 10 mois. Celui-là, on disait que c'était la transition. La transition. Donc c'est peut-être pour cela, vous avez raison, que je ne l'ai pas évoqué. D'accord. Quel héritage social... Puisqu'il était censé juste gérer un passage. C'est cela. Quel héritage Henri Konan Bédié laisse? Quel héritage social, quel héritage politique? C'est un héritage immense. C'est un héritage immense parce que déjà d'avoir bénéficié du précurseur même de notre République, forcément, et d'avoir transmis cela, c'est déjà un continuum politique qui est là, à travers le PDCI-RDA, puisqu'il n'a pas travaillé seul, il a travaillé en équipe, il a travaillé avec cela, donc il a dû leur laisser un héritage extrêmement important. Sur le plan social aussi, en tant que ministre de l'économie et des finances, il a dû arbitrer, il a dû faire des choix, il a dû aussi mettre en place une politique sociale, donc ça aussi c'est tout un héritage social. En tant que président de la République, là, il a gouverné carrément toute la vision de l'homme, de la politique, des citoyens, de la citoyenneté, donc ça c'est un héritage aussi incommensurable. Maintenant, comme le disait M. Seka tout à l'heure, ceux qui l'ont côtoyé, qui ont bénéficié de ses conseils, qui ont bénéficié de son apport, de son approche, parce que les gens aussi de cet âge-là et de ce niveau-là et de la cosmogonie africaine, quelles que soient les difficultés, ne ressortaient toujours que le bon côté de l'homme à transmettre aux nouvelles générations. Je pense que ça sera un héritage social à prendre. Est-ce que vous, docteur, vous pensez, comme beaucoup le prédisent, que le PDCI pourrait être au bord de l'implosion?
En 30 secondes. Vous voyez, je ne vais pas faire de pronostic social, mais il pourrait y avoir des craintes, pour une raison très simple. Parce que quand le chapeau n'est plus là, quand le leader n'est plus là, quand le boss n'est plus là, il y a deux attitudes. Tout le monde peut se penser capable d'être calife à la place du calife. C'est ce qu'on ne souhaiterait pas et c'est ce qu'on craint. Ben, sinon, on peut se poser la question simple de savoir, est-ce que si le leader était vivant aujourd'hui, quel aurait été son souhait? C'est qu'on soit tous unis, qu'on trouve un peut-être qui lui ressemble le plus et que nous nous soumettions à tous à celui-là et que celui-là aussi nous soit redevable en pensant aussi que c'est nous qui le faisons. Merci. Je vous en prie. Docteur Lil Nyelbin Nikez, vous êtes anthroposociologue et vous êtes venu nous éclairer sur ce que peut être l'héritage social, l'héritage politique du président Henri Konan Bédié. Merci beaucoup pour votre sollicitude. Bon retour chez vous et bonne fête de l'indépendance, docteur. Merci beaucoup. Bonne fête à vous aussi, à tous mes collègues ici en régie, tous les réalisateurs, techniciens, ma rédactrice en chef, à vous aussi, chers téléspectateurs, et aidez-moi tous à souhaiter un joyeux anniversaire à la très talentueuse Marie-Laure Goran qui sort même une œuvre ce 6 août pour l'occasion. Merci à vous tous et à très vite sur la chaîne Kiras.